Bonjour Bernard Cabri. Bonjour. Vous êtes professeur d'université et directeur de l'École nationale supérieure de cognitique. Création récente. 2003, presque 10 ans. Une école nationale supérieure de cognitique. Pourquoi ce type d'école? Alors, plusieurs raisons. D'abord, depuis quelques années, il est nécessaire de porter des réponses interdisciplinaires, voire transdisciplinaires, à des problèmes que pose la société. Et un exemple a été donné par les grands systèmes de productivité industrielle, nécessitant à la fois des compétences de technologie de l'information et de la communication, de l'informatique et des modélisations mathématiques, mais également des connaissances sur l'homme, sur la façon dont on utilise ces technologies, sur les usages, et sur les limites et sur les bienfaits ou les performances qui sont facilitées par ces technologies. Alors, vous venez d'intervenir aux troisième rencontres de Senan, au doigt et à l'œil, organisée par l'ANAE, et votre intervention, son titre, c'est « Notre cerveau, l'information et les savoirs ». Le cerveau, doit-il être démystifié? Ben voilà, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans cette conférence. Enfin, il me semble qu'on parle beaucoup de cerveau en pédagogie, de plus en plus. Peut-être de plus en plus, oui, aujourd'hui. Est-ce que le numérique nous incite à en parler davantage? Alors, c'est tout à fait paradoxal, c'est justement le lieu de la réponse à la question qui était posée tout à l'heure. La cognitique, c'est quoi? C'est à la fois des connaissances de biologie et de psychologie, mais également des connaissances de technologie, d'information et de la communication. Le numérique, autrement dit le numérique. Le numérique, c'est à la fois les contenus, à la fois les moyens de distribuer ce contenu, mais c'est aussi les moyens de le percevoir, de l'analyser, de l'utiliser par notre cerveau. Alors, de plus en plus, on présente un petit peu la problématique du cerveau comme si les connaissances biologiques que l'on avait, un petit peu matérialistes, pouvaient apporter des réponses à ces problèmes complexes. Et je crois que j'ai essayé de mettre un petit coup de pied dans cette fourmilière en disant c'est pas parce qu'on connaîtra la façon dont fonctionne le cerveau de manière spontanée qu'on comprendra la façon dont on utilise ce cerveau dans le traitement du numérique. Alors, quand on regarde l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Terre, l'histoire de l'homme, est-ce que le cerveau a beaucoup évolué? Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on se pose cette question? Le cerveau évolue-t-il en adéquation avec la rapidité de l'évolution des technologies? Alors voilà, c'était le deuxième point que j'ai essayé d'aborder dans la conférence, c'est que une des erreurs que l'on fait, c'est la confusion dans les échelles de temps. Le cerveau, ça évolue sur des millions d'années. Les technologies, ça évolue sur des dizaines, voire des années, voire peut-être même des mois. C'est-à-dire que les technologies évoluent à un tel rythme qu'elles ne sont absolument pas concernées par l'échelle de temps de l'évolution du cerveau. Nous sommes avec un cerveau qui évolue très doucement depuis quelques millions d'années. On pourra dire qu'on pourrait concevoir des différences structurelles entre moins de 2000 avant Jésus-Christ et maintenant, plus de 2000 avant Jésus-Christ, mais encore, ce ne sont pas des modifications suffisantes pour expliquer la pression des technologies sur l'évolution du cerveau. Bon, alors, si le cerveau a relativement peu évolué, je dirais, ces derniers temps, si c'est l'histoire de l'homme, comment fait-il pour fonctionner avec cette évolution aussi rapide des technologies, et en particulier des technologies numériques? Alors, il est un fait extraordinaire, c'est celui de la plasticité et des performances du cerveau. Ce cerveau, c'est un organe qui s'adapte. Il s'adapte et il permet de stabiliser, d'apprendre même, et de découvrir, de stabiliser des façons de fonctionner qui sont en adéquation avec l'environnement. Et le numérique n'est ni plus ni moins qu'une question d'environnement. Autrement dit, l'évolution du cerveau, ce n'est pas une évolution structurelle, une évolution anatomique, une évolution humaine, c'est une évolution qui est une évolution dans la façon de s'en servir. Alors, bon, on va admettre ce point de vue. Je
je l'entends avec beaucoup d'intérêt, mais je me pose quand même une question. Si les technologies ces derniers temps, peut-être même depuis hier, ont évolué aussi vite, on peut penser que d'ici demain, voire tout à l'heure, ces technologies vont évoluer encore aussi vite, si ce n'est plus vite. Le cerveau va-t-il s'adapter? Ne peut-on penser qu'à un moment donné, l'évolution des technologies sera aussi grande, aussi importante, que le cerveau ne puisse être capable de s'y adapter? C'est la question qui est posée par, justement, la problématique de la singularité. La singularité, c'est quoi? La singularité, c'est un terme qui nous vient de l'astrophysique ou des mathématiques. C'est, par exemple, un point de singularité, c'est une frontière autour d'un trou noir où la lumière, eh bien, elle ne revient plus. Elle est absorbée par le trou noir. À partir de ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur, à l'intérieur. Y aura-t-il un trou noir pour le cerveau? Eh bien, il est probable que oui, pour une raison très simple, c'est que les technologies, notamment les puissances de calcul des superordinateurs, vont être telles et dans des délais tout à fait proches que le cerveau humain ne sera plus capable de comprendre quelque chose qui est plus complexe et plus capable de faire de choses que le cerveau humain lui-même. Autrement dit, on va se trouver dans une situation où très rapidement les cerveaux électroniques, les ordinateurs, les supercalculateurs vont être capables de faire des choses de manière quasi autonome, qui seront des choses que eux peuvent comprendre, puisqu'ils le produisent, mais que nous ne pourrons pas comprendre. Mais alors comment expliquer que ce soit l'homme, donc le cerveau de l'homme, qui construit en fait l'ordinateur, qui conçoit les logiciels, qui met en œuvre l'ensemble de ces technologies, comment peut-on expliquer que ce cerveau de l'homme ne sera pas capable d'être en compétition gagnante avec les ordinateurs? Je voudrais démystifier un nouveau point. En compétition avec. Oui. On n'est pas dans la science-fiction avec les ordinateurs qui vont prendre le pouvoir. Ce que je dis, c'est que les ordinateurs, les supercalculateurs, les réseaux, la technologie numérique, va faire des choses différentes de ce que fait le cerveau. C'est-à-dire que ces choses-là ne sont pas en concurrence, c'est pas Minority Report, c'est pas le danger des machines. J'étais très récemment sur la base de Ames en Californie, dans un laboratoire où on nous expliquait justement ce que c'était que la singularité technologique. Les Français disaient, ça y est, c'est les machines qui vont devenir plus puissantes que nous. Qui vont prendre le pouvoir. Qui vont prendre le pouvoir. Pas du tout. Les Américains, ils vous disent, non, mais ça, c'est pas notre problème. Notre problème, nous, c'est d'essayer de savoir comment on peut vendre quelque chose qu'on ne comprendra pas, dont on ne sait pas à quoi ça va servir, à des gens qui, eux-mêmes, ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Voilà. Donc, c'est complètement différent. On est dans un parallélisme qui est un parallélisme biaisé. On ne va pas faire des humains artificiels. On va faire des choses qui sont hyper complexes et dont on ne va pas comprendre totalement le fonctionnement. L'information est partout. Qu'est-ce que c'est que la révolution de la pervasion? Alors, la révolution de la pervasion, c'est une des grandes époques de l'évolution du numérique. On a eu il y a 40 ans les ordinateurs. Ensuite, les ordinateurs sont devenus personnels. Chacun a son ordinateur sur la table, il y a 20 ans. Ensuite, les ordinateurs se sont connectés entre eux. Il y a eu les ordinateurs en réseau, Internet. Et maintenant, on a une espèce de révolution, qui est apparue il y a 5 ou 10 ans, avec l'invasion de morceaux de calculateurs, de capteurs intelligents, d'actionneurs, etc., partout. Partout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant de système d'éclairage moderne qui ne s'adapte pas en fonction de l'environnement, de l'éclairage écologique, mais également de l'intention de la personne, etc., etc. On est dans un système qui est hyper communicant, avec des calculateurs partout, et ces calculateurs qui sont partout dans votre voiture, c'en est un exemple, ces calculateurs qui sont partout communiquent entre eux dans des systèmes d'une telle complexité
que c'est pareil, on commence à avoir des problèmes pour cette conceptualisation, sauf à faire des conceptualisations de petits morceaux, et de petits morceaux entre eux. Comme vous le savez, dans des positions qui sont des positions émergentielles, la complexité, c'est justement caractérisé par le fait que mettre des choses ensemble, ça fait plus que les propriétés des éléments constitutifs. Notre environnement est fait de puces, plutôt que d'ordinateurs, puces qui sont aussi dans les ordinateurs, et c'est la somme de cet environnement de puces qui fait que, effectivement, l'ensemble est d'une très grande complexité. Oui, les ordinateurs sont eux-mêmes d'une très grande complexité, et on va avoir des révolutions avec peut-être bientôt l'ordinateur quantique, des révolutions dont on ne connaît pas le développement, dont on ne sait pas ce que ça pourra donner. Mais c'est vrai qu'actuellement, l'informatique ne doit plus être conçue, on appelle plus ça l'informatique d'ailleurs, c'est un mauvais terme, on pourrait, alors on l'appelle encore l'informatique dans la discipline, mais on parle plus de numérique, et c'est vrai que le numérique, c'est à la fois des supercalculateurs, des ordinateurs que vous avez dans votre poche avec votre téléphone, votre Samsung, ce que vous voulez, et d'autre part, tous les réseaux, les capteurs, les puces RFID qui sont partout dans l'environnement. Il faudra peut-être qu'on demande l'avis des philosophes sur l'évolution de cette société. Qu'en pensez-vous? Probablement, certains s'y attellent, certains sont des philosophes de ce qu'on appelle le transhumanisme, d'autres sont des philosophes de la modernité. Il me semble qu'au-delà des philosophes, il faudra peut-être aussi mobiliser les éthiciens, car la dimension morale et la dimension éthique me semblent pour l'instant un petit peu échapper à la raison de toute cette évolution. Merci beaucoup.